Donc ce soir, voilà, on accueille donc Boris Achour. Je vais commencer par une brève présentation. Je ne vais pas évidemment déployer tout ton CV, toute ta biographie, ça sera un petit peu long de faire la liste de toutes les expositions, mais voilà, pour être assez synthétique, je peux dire que tu es né en 1966, que tu travailles à Paris et que tu as commencé à exposer vraiment au début des années 90. À ce moment-là, tu commences avec des actions éphémères dans l'espace urbain, on y reviendra tout à l'heure, une série qui s'appelle donc, Les Actions Peu, qui existent d'abord en photographie et puis ensuite en diaporama et en vidéo. En 2002, tu obtiens le prix Ricard, voilà, donc, la boucle est bouclée. Et peu à peu, ton travail commence à investir le champ de la sculpture, de l'installation, de la vidéo. Tu développes aussi une activité curatoriale au sein de l'espace d'art public, donc, qui était situé à côté du centre Pompidou. Et puis éditoriale avec la revue Trouble, là aussi on va y revenir tout à l'heure. Et une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'à partir vraiment des années 2000, tu multiplies les expérimentations dans le champ avec le format de l'exposition elle-même. Alors ça aussi c'est un gros morceau de ton travail, mais cette idée de l'exposition comme spectacle, de l'exposition comme narration, comme montage, assemblage, est importante dans ton travail. Alors, toutes ces expérimentations, tu t'y es livré dans de nombreuses institutions. Alors ça c'est pareil, je ne vais pas faire la liste, mais voilà, récemment en tout cas, le CREDAF, le Palais de Tokyo, le FRAC Champagne-Ardenne, le CRAC de Sète, et puis un certain nombre d'institutions internationales également, parmi lesquelles on compte récemment la Biennale de Venise, voilà, ou la Kunsthalle de Vienne. Et puis pour terminer cette présentation synthétique, rapide, je voulais juste ajouter que ton travail est aussi présent dans de nombreuses collections publiques, donc notamment le Centre Pompidou, le CNAP. C'est la fête des acronymes, le CNAP, le FMAC, les FRAC, le MACVAL, et d'autres évidemment, donc de nombreux FRAC. Alors j'ai pas lancé la vidéo, c'est peut-être pas plus mal pour parce que... Ah bah non, voilà, je la lance. Ça peut être un petit peu hypnotisant. Donc l'autre jour, tu me disais au téléphone que tu ne travailles sur rien. Je trouvais bien de commencer par ça, cette phrase un peu énigmatique. Évidemment, j'ai découpé l'entretien en grandes catégories, en problèmes, en axes de réflexion, étant entendu que c'est un petit peu réducteur et qu'on va pas on va essayer d'étendre au maximum. Donc on va pas retracer toute ta carrière aujourd'hui puisqu'elle est longue, c'est pas le but de cet entretien et j'avais proposé de commencer par pas la fin, mais en tout cas le dernier événement de date, l'exposition qui a commencé la semaine passée, donc à la galerie Allen, qui s'appelle DAMP. Donc DAMP, juste pour terminer cette mini-introduction, mais voilà, pour moi cette exposition, elle permet de revenir sur plein de caractéristiques de ton travail, donc on va les déployer à partir de cette... je la laisse comme ça. À partir de cette exposition, en revenant un petit peu en arrière dans le temps, mais c'est aussi un point d'observation idéal des conditions matérielles du travail artistique, et en fait il se trouve que c'est vraiment un peu le fil conducteur des entretiens depuis la rencontre avec Bruno Serrano en novembre. On va aussi parler de ces questions-là à partir de ce travail et de cette exposition et de cette série. Je te passe la parole peut-être pour que tu commences par nous décrire cette œuvre, exposition, ce projet. Alors je vais faire ça, je vais essayer. J'ai la définition sinon. En fait, la définition d'acronyme, parce que d'acronyme, voilà. Donc c'est encore presque plus drôle que les acronymes FRAC, MRAC et compagnie. DAMP, ça veut dire display, algorithme, modélisation procédurale. Display, c'est un mot anglais que j'aime beaucoup, qui correspond à un certain nombre de choses que j'ai réalisées. C'est le fait de présenter quelque chose. Algorithme, c'est un mot un peu savant et prétentieux pour dire programme informatique. Et modélisation procédurale, c'est un type de modélisation quand on fait de la 3D, pour dire les choses rapidement, dans lequel chaque élément modélisé a sa propre singularité. Donc, je vais présenter ce projet rapidement, mais bon, c'est un tout petit peu peut-être plus long à expliquer qu'à regarder, mais bon, je vais essayer d'être bref et synthétique. Donc, à la base, ce que vous voyez là, c'est une image numérique qui a été réalisée à l'aide d'un logiciel de modélisation qui s'appelle Blender. Et donc, grâce à ce logiciel, j'ai modélisé des centaines et des centaines de formes. Là, il y en a 3 qui sont posées sur cette table.
Et j'ai modélisé aussi tout un ensemble d'éléments qui, quand on les assemble, forment une table. Une table, c'est formé d'un plateau et de pieds en général. Et éventuellement dans ce qu'on appelle les entretoises, qui sont les formes qui relient les pieds vers le bas. Et à l'intérieur de ce logiciel, donc, qui permet de réaliser sous forme numérique des objets ou des sculptures, il y a quelqu'un qui a réalisé un autre logiciel, et c'est ça que j'appelle l'algorithme. Et c'est cet algorithme qui permet de tirer au sort la fabrication d'une table, de définir au hasard sa taille, l'épaisseur de son plateau, la nature de son plateau, s'il est plat, s'il est un chanfrein ou pas, la nature des pieds, le fait qu'il y ait une entretoise ou pas, et ensuite, toujours au hasard, le programme, l'algorithme, va chercher dans la bibliothèque des formes, va décider d'abord du nombre d'objets qu'il va disposer sur la table, 3 au minimum et une vingtaine ou une trentaine au maximum, et ensuite il va piocher dans la bibliothèque de formes et il les dispose au hasard. Donc ça, c'est une espèce d'outil combinatoire qui permet de générer un nombre quasi infini de combinaisons, que j'appelle des displays, chaque display étant unique, et chaque display présentant, un peu à la manière des natures mortes, un ensemble d'objets alignés ou disposés selon une grille. Donc là, on voit justement le site. Donc ça, c'est le site qui est en ligne, que vous pourrez consulter si vous souhaitez, qui s'appelle damp.borisachauve.net, sur lequel on trouve une sélection, parce qu'il y en a des milliers, donc une sélection de displays, et aussi, je vais finir la description, après je reviendrai sur l'aspect customisation. Donc ce que vous voyez, c'est un des displays, et ces displays sont recouverts numériquement par une matière, cette matière grumeleuse noire, qui homogénéise l'ensemble, et qui donne un aspect qui pour moi évoque les objets qu'on a pu trouver à Pompéi, ou qui évoque pour moi aussi des objets qui auraient passé énormément de temps sous une pluie de cendres, ou qui se seraient recouverts de goudron. Donc voilà, il y a l'idée de quelque chose qui est de l'ordre d'une nature morte, quelque chose qui est de l'ordre du domestique, mais qui aurait passé un temps extrêmement long et qui se serait un peu recouvert et stratifié par cette matière. Et donc pour revenir au site, donc ça, ce que vous voyez là, c'est par exemple, les objets sont classés par famille. Ça, c'est la famille des stupas, il y a la famille des vases, la famille des pierres, etc. Donc le logiciel va piocher à chaque fois un élément de cette famille ou d'autres familles. Et il est donc possible aussi, via le site, une des idées de ce projet, outre son aspect combinatoire qui évoque un peu ce travail de Raymond Queneau, que vous devez connaître, qui s'appelle 1000 milliards de poèmes, où on a là aussi un jeu littéraire et un système qui permet de générer un très 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 grand nombre de poésies à partir d'une base de données. Donc il y a cet aspect qui m'intéresse énormément, mais il y a aussi l'aspect un peu programmatique du projet. C'est-à-dire que ces œuvres, elles existent avant tout numériquement, et encore une fois, il y en a des centaines et des milliers potentiellement, mais ce n'est que lorsque je suis invité à exposer ce travail, ou que moi-même je décide de l'exposer, qu'une institution est intéressée par l'acquisition, qu'un collectionneur est intéressé par l'acquisition, qu'à ce moment-là, ces œuvres sont traduites physiquement. Donc, et c'est ce qui a lieu actuellement à la Galerie Allen, où j'ai choisi de modéliser, enfin de concrétiser physiquement 4 des dents qui existent sous forme numérique. Pour moi, ça, c'est pas plus vrai que ce que vous avez vu auparavant. Ce sont juste 2 états différents. C'est la même œuvre qui a le même titre, c'est le DAMP numéro 1 tel. Là, il y a le DAMP le 4, le 5, le 6 et le 13. Et ces DAMP, ils existent encore une fois, soit numériquement, soit physiquement, et il n'y en a pas un qui est plus important ou plus vrai que l'autre. Alors là, dans l'image qu'on voit, justement, il y a donc 3 des assemblages, des displays qui sont réalisés de manière aléatoire. Et le premier qui est au premier plan, en fait, c'est ton galeriste qui a lui choisi des objets, qui les a sélectionnés, qui les a agencés sur cette table. Alors évidemment, c'est pas tout à fait le même processus que dans le premier cas, c'est aléatoire, et dans le second, c'est l'objet d'une intention esthétique, etc. Mais il y a quand même dans les 2 cas l'idée d'une délégation de la forme à un principe extérieur. Enfin, c'est pas toi qui tu délègues en fait la forme finale à une machine ou à un autre être humain. Et sur cette question, j'ai envie de revenir avec toi pour commencer peut-être sur cette question de la délégation. En fait, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce geste de délégation, de la finalisation de la forme d'une pièce? Et quand j'ai plus de micro.
Et quand est-ce que ça apparaît vraiment dans ton travail? C'est deux questions un peu larges. Alors, quand est-ce que ça apparaît, je ne sais pas. Et est-ce que c'est vraiment de la délégation? Oui, en l'occurrence, bien sûr, c'est de la délégation. Mais c'est pas tellement une histoire de la mort de l'auteur ou de considérations comme ça qui m'intéresse beaucoup par rapport à ça. C'est plutôt le fait de mettre en place une machine à produire des formes et que cette machine, elle soit lancée et que quelque chose se produise quasiment automatiquement. Parce que ça serait complètement faux de ma part de dire qu'il n'y a pas d'auteur dans ce travail. C'est moi qui suis l'auteur à la fois de l'idée globale, à la fois de la plupart des formes qui sont présentées, puisque, enfin je n'ai pas dit, mais parmi les formes qui sont présentées sur les tables, il y en a certaines que j'ai créées moi, mais il y en a d'autres qui sont des reproductions d'objets qu'on trouve qui sont des objets qui proviennent de musées archéologiques et qui ont été scannés en 3D par ces musées et proposés au public. Il y en a d'autres qui sont des reproductions d'œuvres d'autres artistes. Donc là aussi, il y a une espèce de mélange à la fois de formes trouvées, de formes créées par moi. Mais cette histoire pour revenir sur cette histoire de la délégation, moi je dirais que c'est plus peut-être comme un autre projet. Je ne sais pas si tu as des images du Cosmos Vidéo Club qui était au Palais de Tokyo. Il y a longtemps. Attention, ça va piquer les yeux. Je vais faire. Mais là aussi, il y avait la volonté de mettre. Voilà. Ça, c'est une œuvre qui s'appelle qui est au Palais de Tokyo, je ne sais pas, en 2001, voilà. Où on voyait 200 boîtiers à l'époque, il y avait encore des vidéoclubs, il y avait encore des cassettes, même avant les DVD, tout ça. Donc, quand on rentrait dans un vidéoclub, les boîtiers étaient vides pour éviter les vols, et puis on regardait la jaquette, et puis si le film nous plaisait, on le louait, on regardait à la maison. Et moi, pour ce projet-là, j'avais réalisé 200 boîtiers, et donc 200 jaquettes qui étaient tous censés être des adaptations d'un roman que j'adore, qui s'appelle Cosmos, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Witold Gombrowicz. Et donc c'était le vidéoclub un peu fou, où on n'aurait eu que des adaptations du même roman, toutes faites par le même réalisateur. Donc là aussi, c'était... Alors là, il n'y avait pas... Même si ça avait été fait avec des logiciels de genre Photoshop ou Illustrator, mais la combinatoire, elle était faite manuellement, on va dire. Et là aussi, cette histoire ça rejoint complètement le projet actuel d'Ample au point de vue de la combinatoire, mais plus, je pense que cette histoire de délégation du choix, ce qui m'intéressait, encore une fois, c'était de mettre en place un système, un peu comme, je ne sais pas, pour chercher des exemples dans l'histoire de l'art, par exemple, comme Warhol a pu le faire avec des sérigraphies, avec des variations dans ces sérigraphies, tu vois. Je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent. Je pense au projet d'Alan McCollum qui s'appelle The Shapes Project. Oui, bien sûr. Qui est un système de combinaison de formes. C'est aussi la question, en fait, comment dire, évidemment, est-ce que du coup tous les résultats se valent? Enfin, c'était simple la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'à la fin, une table en vaut une autre, un display en vaut un autre? Il n'y a pas de, pour moi, de préférence? Non, il n'y a pas de préférence, même si pour l'expo j'en ai choisi 4. Enfin, j'en ai choisi 3 et Joseph Allen, le galeriste, en a décidé d'une. Donc pour moi, là, c'est totalement équivalent, que ce soit l'ordinateur, le programme qui décide de la forme de la table et de la disposition des pièces, ou que ce soit une personne qui décide. Pour moi, tout ça, ça se vaut. Et ça c'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que parmi toutes ces possibilités produites par le programme, pour moi, elles sont toutes équivalentes. Bon, ça reste dans un registre assez proche, elles sont assez proches les unes des autres, bien sûr. Hein. Mais oui, non, il n'y a pas, j'ai pas spécialement de préférence. Oui, d'ailleurs, Joseph m'a dit qu'il s'était permis de mettre une pièce à l'intérieur d'une autre. C'est une chose que l'ordinateur ne pourrait pas faire, le programme ne pourrait pas faire. Dans un des petits vases, il y a une petite boule. Alors, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Hop. En fait, si je te posais cette question, c'est aussi parce que dans beaucoup de tes expositions, il y a quand même, alors je ne veux pas être obsédée par ce terme, mais en tout cas dans cette idée alors pas de déléguer la forme, mais en tout cas de laisser une grande liberté au spectateur, à la spectatrice, de construire le sens, de s'approprier vraiment librement, physiquement, mais aussi mentalement, les propositions que tu fais. Et en fait, évidemment, pour préparer cet entretien, j'ai parcouru des descriptions de tes expositions que j'ai pas vues, hein, et je me suis arrêtée sur la description de l'exposition de Séance en 2012, que je trouvais en fait assez exemplaire de ce principe-là, cette idée d'une sorte d'ouverture vraiment absolue du sens. Alors je vous en lis un petit passage, mais donc voilà.
c'est sur ton site. Donc, aucun sens de visite n'est privilégié, les déroulements des films et événements se superposent, produisant une forme de narration démultipliée, non linéaire et sans chronologie fixée. À chaque spectateur de construire son propre scénario par des méthodes d'association, de collage ou de corrélation mentale comparables à celles du montage, de l'enquête policière ou de la psychanalyse. Et ça termine, voilà, forme parcellaire à la signification non prédéterminée. Séance invite à la construction d'un récit par l'articulation d'images et d'objets hétérogènes. Et en fait, pour moi, il y avait quand même un lien entre les deux, dans le sens où peut-être c'est la question de l'ouverture plus que de la délégation, mais en tout cas cette idée que finalement tu ne fiches pas les choses et elles peuvent non seulement continuer d'exister sans toi d'une certaine manière, parce qu'en fait maintenant que le programme existe, t'as plus besoin d'être là, ça pourra continuer jusqu'à l'extinction de la production d'électricité sur Terre peut-être. Mais oui, cette idée que voilà, j'ai l'impression que tu n'as pas envie, en tout cas, d'être autoritaire dans les formes que tu construis, que tu proposes, et dans les sens que ça génère. Oui, ça c'est sûr que j'ai pas envie d'être autoritaire. Oui. Enfin, j'espère ne pas l'être, en tout cas, parce qu'il n'y a rien de plus inintéressant que les formes d'art qui imposent une lecture univoque ou un sens. Enfin, voilà, il y a même. Bon, bref, j'allais partir sur. Non, j'arrête. Non, pour revenir sur Séance et sur la citation que tu as faite, une des caractéristiques de mon travail, tu disais que je travaille sur rien. Et tu disais. Tu rapportais que je disais que je travaillais sur rien, et c'est tout à fait vrai, je ne travaille sur rien. Et pendant très longtemps, quand on me demandait quel médium vous utilisez, je disais j'en ai pas, prédilection, et sur quoi vous travaillez, je travaille sur rien. Et quand j'étais d'humeur taquine, je disais je travaille sur une table. Voilà. Mais dans mon travail, il y a une hétérogénéité des formes et de médiums qui est très grande, quoi, si tu veux. Et Séance, pour moi, c'était assez exemplaire de ce point de vue-là, parce qu'il y avait à la fois des collaborations et des invitations faites à un musicien, des écrivains, des collaborations avec des danseurs et des danseuses pour les films, etc., d'une part. Mais surtout, pour moi, Séance, ça a aussi à voir avec le roman Cosmos de Gombrowicz, justement. C'est-à-dire, c'est quelque chose où, et ça c'est pour moi révélateur, enfin non, pas révélateur, mais c'est à l'image de la manière dont j'appréhende le monde et la réalité, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement fragmenté, quelque chose où le sens est extrêmement difficile à construire, et quelque chose où le sens ne peut se construire que par association, par petits bouts, de briques et de brocs, par assemblage, et par assemblage de formes hétérogènes. Donc Séance, c'était quelque chose dans lequel il y avait des films, des objets, des sculptures, des textes, du son, des événements, etc. Et le tout avait une durée. C'est-à-dire que ça durait 40 minutes, comme un spectacle, et donc les spectateurs qui rentraient avaient 40 minutes pour visiter l'exposition. Et c'était impossible matériellement de tout voir. Et c'était délibéré de ma part, pas du tout pour frustrer les spectateurs, mais au contraire pour qu'ils prennent conscience que visiter une exposition, vivre, c'est faire des choix. Et donc choisir d'aller plutôt là, choisir d'aller plutôt voir ce film, et ça, arrêter le film au milieu pour aller voir la suite parce qu'il y a un film qui a commencé dans une autre salle, et assembler toutes ces choses-là, et produire du sens, et produire du sensible aussi. Donc ça ne répond pas vraiment à la question de la délégation, mais ça donne des indices sur la manière dont toutes les choses s'assemblent entre elles. Oui, puis dans l'idée d'assemblage, en fait, il y a quand même aussi l'idée du jeu. Alors évidemment, tu parles de le travail sur une table dans les deux sens du terme, mais finalement ces tables-là qu'on voit dans l'exposition en ce moment me rappellent moi les tables de jeu, enfin les plateaux de jeu en fait que tu as créés. Alors c'est aussi drôle, je fais une petite parenthèse, mais il y a quelques mois de ça, à ta place, il y avait Michel Gauthier et Clément Dury qui jouaient au jeu du topo de Jean-Michel Sanet-Jouan, et évidemment j'ai pensé à ça parce que cette idée du plateau de jeu sans règles qui en fait invite, conduit les gens qui jouent à inventer leurs propres règles et à se mettre en relation en fait avant toute chose. C'est aussi quelque chose qui est très important dans cette série, mais peut-être qu'on peut regarder ça, mais en tout cas voilà, cette série-là elle m'évoque, alors ça c'est autre chose, voilà, on a un exemple ici. Elle m'évoque cette série de 6 tables de jeu que tu as créées donc en 2014, qui s'appelait donc des jeux dont j'ignore les règles. Alors j'ai pas mis des photos de tous ces jeux,
et surtout c'est pas le bon, mais voilà, là on en voit un exemple. On voit les différents plateaux de jeu et on retrouve justement cette idée de la table. Et en fait, un peu historiquement, moi, ça m'évoque aussi peut-être une génération d'artistes qui, voilà, aussi, en même temps que toi, ont travaillé un peu sur cette question du jeu, du display, dans des formes très ouvertes. Je pense à des gens comme Aurélien Froment ou aussi Ryan Kander, par exemple, qui ont beaucoup exploré cette idée d'ouverture en rapport avec le display. Donc, je voulais savoir si tu pouvais peut-être nous parler de cette série de jeux. Oui, très volontiers, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Il y a des boulots à moi que j'aime beaucoup moins, mais celle-là, ça, je les aime vraiment beaucoup. Une des spécificités dont tu n'as pas parlé de ce travail, de cette série, et vidéo, voilà, c'est que, et ça aussi c'est quelque chose qui est un petit peu récurrent, enfin qui est relativement récurrent, enfin qui revient de manière récurrente dans mon travail, c'est l'association entre un élément sculptural et un film dans lequel cet élément sculptural est utilisé comme accessoire. Et ça, pour moi, c'est l'idée, ce que j'appelle ça du on et du off, c'est-à-dire que là, ils sont totalement off, c'est-à-dire que ces objets ils sont totalement muséifiés, ils sont présentés sous vitrine, de la même manière, enfin un peu à la manière des musées anthropologie ou d'histoire des formes ou des objets du musée d'art et tradition populaire. Et au verso de la simèse, vers où la personne qu'on voit à l'arrière se dirige, il y avait un écran, et sur cet écran étaient projetés 6 films, et dans chacun des films, présenter une activation du jeu, mais sous une forme complètement fictionnelle. J'avais réalisé ces films. Dans mon idée, j'avais envie qu'on les prenne comme s'ils avaient été des extraits d'un long métrage de fiction et qu'on avait vu une scène, qu'on avait fait un recueil de scènes dans lesquelles des gens manipulaient des jeux. Et ils ont des styles très différents en fait. Exactement, ils ont des styles visuels très différents, ils ont été faits chaque fois par des chefs-op différents, certains par moi avec pas un téléphone mais un appareil photo tout minable, d'autres par des très bons chefs-op de cinéma, enfin, voilà. Et une des choses qui m'intéresse là-dedans, dans ce rapport on-off, c'est comment et pourquoi, quand on est spectateur et qu'on a un rapport à l'œuvre, c'est pas tellement le fait qu'on puisse pas, dans les musées ou dans les lieux d'art, ils sont interdits de toucher les œuvres, bien sûr, mais c'est juste comment, dans un univers de fiction, dans l'univers du film, ces œuvres-là sont vivantes, acquièrent une vie et sont manipulées. Et la première fois que j'avais travaillé de la sorte, c'était en 2003, une expo au laboratoire d'Aubervilliers, et l'expo s'appelait « Jouer avec des choses mortes ». Et donc là, on a à la fois le terme de « jouer » qui est présent dans mon travail de manière assez précoce, assez tôt dans mon travail, et jouer avec des choses mortes. Il y avait cette idée aussi d'un rapport, non pas mortifère, mais ce rapport vivant, mort, on, off, de la sculpture qui, dans le lieu d'exposition, pour moi il y a quelque chose de, c'est pas une grande invention de dire ça, mais il y a quelque chose d'assez mortifère dans le musée, dans la conservation des œuvres, et il y a quelque chose de très vivant dans l'art. Et je pense que c'est cette espèce de paradoxe qui m'intéresse et que j'ai envie de questionner avec cette dualité-là. Peut-être qu'on peut regarder. Alors ça, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une série qui... Enfin, c'est une œuvre. C'est une œuvre un peu à part de la série. À part de la série, mais qui active... Là, on te voit quand même activer... Est-ce que ça marche? Alors, ce plateau. Donc ça, c'est... Les 6 précédents forment un peu un ensemble, et Michel Gauthier m'avait invité à une expo qui avait lieu en même temps que la Biennale de Venise, et qui s'appelait Air de jeu. Donc c'était autour de la notion de jeu, et je lui avais proposé ça. Voilà, pour le nouveau festival, et je lui ai proposé cette pièce dans laquelle vous allez voir. Donc tu actives toi-même. J'active moi-même un certain nombre d'éléments que je dispose sur un display qui est une espèce de scénographie. Et ces éléments sont pour certains des éléments qu'on retrouvait dans d'autres jeux, des reproductions d'anciennes pièces à moi, d'anciennes œuvres à moi, ou des éléments sculpturaux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est aussi récurrent, c'est-à-dire non pas du tout l'autocitation, qui est quelque chose que je trouve absolument assez horrible, mais le fait que le travail se nourrisse et se répercute et se reproduise et existe à différents endroits, il y a différents niveaux, il y a différentes échelles de temps. Voilà. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de formes qui reviennent, parce que là, même dans Damp, on voit des... Enfin, c'est une œuvre un peu à part de la série, mais qui active là, on te voit quand même activer... Enfin, c'est une œuvre un peu à part de la série, mais qui active là, on te voit quand même activer... Enfin, c'est une œuvre un peu à part de la série, mais qui active là, on te voit quand même activer...
Alors, je vais pas vous montrer l'image maintenant, on va regarder un petit peu voilà, le film, mais il y a beaucoup de formes en fait, qui ressurgissent, qu'on a vu dans d'autres expositions, à d'autres échelles, dans d'autres matériaux, et c'est vrai qu'il y a toujours des effets un peu tout déjà vu, d'écho, de boucles. Oui, d'écho, oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas des citations. Il y a du son dans Oui, non, il y a du son aussi. Tu racontes que c'est tes beaux-parents à un moment donné. Ouais. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Alors peut-être une différence malgré tout, c'est que dans Damp, les objets sont fixés sur les tables, donc on peut pas les manipuler, on peut pas les bouger, ils ont une place en fait pour le coup définitive. Et ils sont vraiment... Avec Damp, c'est beaucoup plus mort. Voilà, c'est plus mort. C'est noir, c'est mort, c'est recouvert de suie, c'est goudronné. Et il y a quelqu'un, au moment du vernissage, qui m'a parlé d'archéologie du futur. C'est un terme que je trouve assez approprié à ce travail, c'est-à-dire que l'idée de Damp, pour moi, c'est vraiment, c'est display, c'est comme si, dans un futur assez lointain, on trouvait ces objets qui datent d'aujourd'hui, et que pendant toute cette durée, ils aient été recouverts par ce que je citais tout à l'heure, de la suie, de la poussière. Mais alors, j'aimerais qu'on revienne peut-être, j'avais pensé qu'on en parlait après, mais on peut en parler peut-être tout de suite de cette question justement du rapport à la science-fiction. Et c'est vrai qu'on peut parler des modalités de circulation des formes dans ton travail, ou de cette question de l'ouverture ou de la fermeture des pièces, mais finalement il y a aussi des choses il y a aussi du contenu en fait fictionnel et narratif qui s'exprime dans différentes pièces. Et c'est vrai que dans Damp, c'est assez évident. Alors, peut-être on reviendra à ça tout à l'heure. Excusez-moi, je vais faire des allers-retours, mais voilà. Et c'est vrai que c'est une pièce c'est une exposition qui a une tonalité assez dramatique, en fait, je trouve, voilà, dans son... En partie. En partie, voilà. Mais c'est vrai que c'est voilà, cette idée de la cendre volcanique qui recouvrirait tout. C'est une sorte de fiction, de narration que tu t'es inventée, ou c'est... Oui, moi, je suis un lecteur assidu de science-fiction et de romans de science-fiction et de bande dessinée en général depuis que je suis tout petit. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment nourri mon imaginaire de manière très 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 profonde, je pense. Et ces thématiques, qu'elles soient post-apocalyptiques ou comme ici, de espèce de communauté un peu bizarre. Tu m'as dit la planète des singes. Oui, je sais pas, j'ai pensé à la planète des singes parce que le dôme dans lequel ces personnes sont censées habiter, quand j'étais petit, j'avais vu la planète des singes et j'avais trouvé l'architecture complètement géniale. Et même, il y a un truc, dans le film La planète des singes, il y a des sculptures dans le village des singes, et j'aimerais bien savoir qui est. C'est plutôt pour Bismuth, ça semble pour Bismuth. Et voilà, faire une enquête sur qui est le sculpteur qui a réalisé les sculptures faites par les singes dans la planète des singes. Et bref, voilà, moi j'aime autant Gombrowicz que Philippe Cadic, et Möbius, ou Crazy Cat, etc. Donc toutes ces choses-là, tout autant, mais en tout cas depuis plus longtemps que d'autres artistes, ou des penseurs, ou des philosophes, ou des questions politiques et écologiques et féministes, ce sont des choses qui nourrissent mon travail. Donc oui, narration oui, fiction oui, et science-fiction encore plus oui. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est un film qui avait été réalisé pendant une résidence aux Arcs en 2008, et il y avait très 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 clairement, c'est un film qui est bizarrement narratif, mais qui a quand même une espèce de volonté de narration. Ce sont des petites scénettes, dans lesquelles on voit une communauté, des gens qui apparemment vivent en groupe et qui pratiquent des espèces de trucs un peu bizarres. Des actions énigmatiques. Voilà, exactement, qui communiquent par des signaux lumineux, qui manipulent les formes, exactement. C'est comme une expression en plein air aussi. Tout à fait. Voilà, il y a cette idée du plein air très énigmatique. Alors tous les films, vous pouvez les voir sur le site de... je les ai évidemment pas tous mis dans la présentation parce qu'on aurait passé 4 heures ensemble, mais tous les films sont accessibles sur ton site, ça c'est assez formidable, on peut tout regarder. Alors justement, on parlait de fiction et de science-fiction, et de narration, qui sont des choses assez différentes, on va y revenir, mais il y a aussi ces objets, il y a une présence très forte de la fiction, tu l'as dit, avec des objets de fiction, donc là c'est The Grasshopper in the High Castle, qui
une photographie d'un rayonnage de bibliothèque en fait, dans lequel on voit un livre qui en fait n'existe pas, que tu as fabriqué et que tu as extrait en fait d'un récit de Philippe Cadic. Bon, ça c'est un peu compliqué. Ça c'est vraiment de la private joke pour nerd. Une mise en abîme de voilà, c'est vraiment. Alors, si vous connaissez Cadic, si vous connaissez le maître du Château, vous le pigerez. Si vous ne connaissez pas, vous ne pigerez pas, mais à mon avis, ça n'a aucun intérêt pour vous. Ça c'est vraiment très intéressant, donc on ne va pas s'étaler là-dessus, quoi. Mais ce qui m'intéresse dans ce projet, enfin, pour dire les choses très très rapidement, c'est un livre dans lequel il y a un livre qui s'appelle Le Maître du Château, et dans Le Maître du Château, il est question d'un livre qui s'appelle La sauterelle pèse lourd en français, The Grasshopper Lies Heavy en anglais, et les protagonistes sont à la recherche de ce livre et de la personne qui a écrit ce livre. Voilà. Donc ça, c'est une espèce de concrétisation d'une forme doublement fictionnelle, puisque c'est un roman qui n'existe pas à l'intérieur d'un roman de Philippe Cadic. Je ne sais pas si vous suivez, mais voilà. Et je n'avais pas pensé à ça auparavant, mais c'est l'intérêt de ce genre de débat, de discussion. Mais tout à l'heure, je parlais de Dante en disant que c'est une œuvre qui a un double statut, à la fois numérique et physique. Et là, on pourrait dire, et après je parlais des jeux dont j'ignore les règles, où je disais qu'il y a ce double statut on-off. Là, il y a un double statut. Bon, ça, c'est une photo. Mais le livre, c'est moi qui ai fabriqué ce livre, qui n'existe pas, et qui reprend les codes visuels d'une collection de science-fiction célèbre, Ailleurs et demain. Donc là, il y a quelque chose de fictionnel qui prend une forme concrète. Comme avec le Cosmos Video Club, il y a des formes potentielles. Des objets fictionnels, des objets fictionnels. Alors j'avais trouvé ça t'a fait plaisir, mais voilà, oui, ça c'est magnifique parce que... cet objet fictionnel de Chris Marker dans un film d'Alain Resnais qui est un faux livre. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette collection des petites planètes qui sont ces guides touristiques faits par Chris Marker dans les années 50 qui sont magnifiques. Des petits guides sur différents pays du monde. Et il en a fait un faux en fait sur la planète Mars qui n'apparaît en fait que dans le film de René. Et on voit la couverture du livre et puis on voit l'index. Film de René sur la bibliothèque la BNF, ouais, c'est ça. Donc, un documentaire sur la BNF. Voilà, donc René et Marker qui sont deux de mes cinéastes préférés. On y est. Et la bibliothèque qui est pour moi un lieu que j'ai énormément fréquenté et pour lequel d'ailleurs j'ai fait une œuvre qui s'appelle Une sculpture, et qui est une espèce de commande publique que je m'étais passé à moi-même et qui existe dans 20 bibliothèques publiques parisiennes. Donc la bibliothèque, moi je suis hyper heureux de voir ça parce que j'ai vu ce film, j'aime beaucoup, mais je n'avais même pas fait gaffe à cette histoire-là. Je ne connaissais pas ça. Mais oui, la bibliothèque pour moi c'est un lieu très important. Donc je suis ravi. Merci de voir ça. Alors, il y a d'autres liens à la fiction. Alors par exemple dans cette série qui est un de tes hits, les News from Friends, qui sont là encore, ces cartes postales fictionnelles que tu t'envoies en les signant du nom d'un autre artiste à l'occasion de certaines de tes expositions. Et évidemment, ça constitue aussi pour le coup une bibliothèque de tes références artistiques. Donc on a Kippenberger, Aldessari, la Kippi, voilà, Kippenberger. Alors ça, j'ai pris que certaines cartes que tu t'as envoyées pour le Crédac, mais voilà, il y en a d'autres. Il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas d'ailleurs combien il y en a. Bon, une petite dizaine pour l'instant, et c'est un travail que j'espère que je vais continuer. Le titre, pour moi, il est super important, c'est News from Friends. Donc, ça veut dire des nouvelles des amis. Je fais ce projet uniquement avec des artistes morts, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je n'ai pas du tout envie de me prévaloir de l'amitié, une amitié avec les grandes figures de l'art. Je me suis fait avoir la première fois, je me suis dit, quand même, il exagère, ça se fait pas trop de montrer sa correspondance personnelle. Donc, de belles dessins. Je travaille, et il y a un certain artiste dont j'aime beaucoup le boulot, j'ai un pote qui meurt pour que je puisse faire ça. Non. Mais ce projet, c'est vraiment un truc qui est lié à l'enfance, par exemple, à ce qu'on appelle les amis imaginaires quand on est enfant, quand on s'invente des amis imaginaires. C'est un projet, c'est un projet qui est très modeste, puisqu'on parle de modestie, dans sa forme et dans ses effets, mais que moi j'aime énormément, parce que c'est un truc il y a des histoires d'amitié, quelque chose que je trouve très beau et très fort. Il y a la tristesse d'avoir jamais vraiment connu ces gens. Il y a l'espèce de délire complètement de mytho que je
fais en m'envoyant. Voilà, c'est triste de s'envoyer des propres lettres quand même. C'est vraiment les gens qui n'ont pas d'amis, qui s'écrivent, qui écrivent des lettres, des cartes postales et qui s'envoient. Donc il y a un côté touchant, beau, triste à la fois. Et humoristique, parce que voilà, le choix des cartes postales est quand même... Voilà. Et c'est tout un boulot, et j'aime beaucoup faire ce travail parce que je passe des heures sur les sites il y a des sites de collectionneurs de cartes postales, et donc je passe des heures à chercher la carte adéquate. Là, il y a un timbre qui est une reproduction de Courbet. Donc ça, c'est un dessin de Crazy Cat, et c'est Robert Filiou qui travaille beaucoup avec la brique, et la carte postale, c'est moi qui l'ai faite sur un bout de carton. Enfin, il y a des espèces de jeux de référence qui, j'espère, sont ni prétentieux, encore une fois, ni autoritaires, mais c'est des citations de gens que j'aime beaucoup, donc que j'aime énormément et qui me nourrissent, et qui continuent de nourrir mon travail. Donc c'est à la fois une forme d'hommage, c'est une espèce de remerciement, et c'est une espèce de manière de créer une relation avec ces gens, même si elle est fictive, mais comme l'art est réel, cette relation est vraie du coup. Et puis les relations qu'on a avec les artistes même morts sont réelles. Enfin, finalement, ça nous nourrit, ça nous constitue, ça nous habite. Je voulais peut-être que tu nous parles de cette œuvre sur laquelle tu es en train de travailler, parce que c'est vrai que voilà, on en parlait tout à l'heure, avant le début de l'entretien, on parle souvent on met fiction et narration comme des synonymes, alors que ce sont deux termes qui finalement renvoient des choses assez différentes. La fiction, finalement, c'est n'importe quelle chose qui serait fabriquée et qui pourrait exister par l'art. La narration, on voit quand même à la construction d'un récit plus abouti, pas forcément linéaire pour le coup, mais quand même cette idée d'un récit qui s'élabore avec différentes étapes, etc. Et ce travail cette œuvre sur laquelle tu es en train de travailler est vraiment, pour le coup, très narrative et expérimentalement, narrative d'un point de vue expérimental aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je ne sais pas s'il y a déjà un titre d'ailleurs, mais pas encore. Oui, mais il faut cliquer sur le bouton. Ouais, voilà. Donc ça, en fait, alors ce que vous voyez, c'est vraiment une étape de travail pas du tout aboutie. Ce sont vraiment des recherches pour l'instant, à tout point de vue, aussi bien au point de vue du design du personnage, que des décors, que de l'ambiance, etc. Voilà, c'est comme des brouillons, des croquis, on va dire. Et le titre, oui, c'est le prolongement de Damp. En fait, ça s'appelle Damp, entre guillemets, les films. Et dans ce projet qui est en cours sur lequel je travaille depuis un petit moment, et pour lequel j'essaie de développer, l'idée, en fait, c'est de réaliser un court-métrage d'animation qui durerait environ 8 minutes, une petite dizaine de minutes, où il y aurait environ 25 scènes. Pour chaque scène, il y a des versions différentes. Par exemple, pour cette scène-là, on pourrait avoir l'idée que le personnage, ça se passe la nuit, par exemple, ou que le nuage, au lieu de se transformer en pipe, se transformerait en une autre forme, etc. Donc, imaginez cette scène avec 5 variations. Et là aussi, comme pour le Damp dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a un algorithme qui tire au sort et qui place les objets au hasard, là, il y a un programme qui existe déjà, qui tire l'ordre dans lequel les scènes sont jouées, et qui tire aussi l'ordre des différentes versions des scènes. Cette scène-là, elle aurait une version 1, 2, 3, 4 ou 5, et donc elle pourrait se retrouver jouée en deuxième position dans le film, en troisième, en 10e, en 15e, en 20e. Ce qui fait que là aussi, comme avec les combinaisons infinies, voilà, il y a un nombre de combinaisons quasi, pas infini, mais absolument énorme, à partir de 25 scènes qui seraient jouées à chaque fois dans des ordres différents, avec des variations différentes. Et on conservera une espèce de narration globale, c'est-à-dire ce personnage qui se déplace dans un décor, là aussi un peu post-apocalyptique, en tout cas un décor désert. Ouais, désertique. Il y a d'autres images. Là, il est dans une grotte, la luminosité n'est pas tout à fait au point, mais c'est une grotte, donc voilà. Voilà, donc là, le personnage, il est vraiment posé là pour avoir une échelle, mais on a vraiment cette idée de la pluie noire. Oui, on retrouve en fait cette exactement. Ce film, moi, je le considère comme une espèce d'allégorie de la manière dont les tables, les displays sont créés, et peut-être d'une manière encore plus générale, d'une allégorie de la création artistique, on va dire, parce que ce personnage, pour moi, c'est une espèce d'allégorie de l'artiste, ou enfin, un alter ego de moi, en tout cas, une espèce d'enfant, enfant masqué, qui se promène et qui trouve des formes. C'est-à-dire, il ne crée pas les sculptures,
il trouve, c'est-à-dire il se promène, il tombe sur des trucs et il les ramasse et il les met dans son sac. Et quand il en a assez, quand il en a suffisamment, il arrive à un endroit où il rejoint d'autres personnages un peu comme lui, des artistes, et puis il pose les objets au hasard sur une table. Donc ça, pour dire les choses un peu rapidement, c'est comme ça que je commence par la création artistique, c'est-à-dire on se balade et on trouve des choses. On se balade dans sa tête ou on se balade dans la ville. Ou dans des paysages désertiques. Ou dans des paysages désertiques, un peu angoissants, parfois, qui évoquent l'univers du conte. Mais oui, il y a une forme de solitude quand on est artiste, de toute manière. Donc, voilà. Alors là, on retrouve justement, c'est une chose dont on n'a pas parlé frontalement, mais ce double mode d'existence, encore une fois, où, là, c'est même un triple mode d'existence, parce qu'on a donc les objets qui existent dans le logiciel de manière totalement immatérielle. Tu les réalises physiquement, quand on réalise certains physiquement à l'occasion des expositions, et puis ensuite il y a ce récit qui englobe et dans lequel on voit ces formes qui font retour. Alors je me demandais, peut-être une question un peu brutale, mais je me demandais si cette question, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais cette question aussi du double mode d'existence, parce que une chose dont on n'a pas parlé, c'est la commercialisation de Dante. C'est-à-dire que quand un collectionneur, une collectionneuse acquiert une des tables, en fait, il acquiert aussi, tu lui donnes, en fait, il y a le fichier numérique de la table, sous forme de NFT. Est-ce que les NFT, ils existent, ils sont commercialisés de manière séparée aussi? Et ma question, c'est, est-ce qu'il y a aussi une logique économique en fait dans ce travail? Évidemment, il y a une logique créative, on a bien compris comment ça s'inscrit dans ta manière de travailler, mais je me posais aussi la question, évidemment, de échapper au stockage, toucher un autre marché. Enfin, c'est un peu l'Eldorado des NFT en ce moment, donc est-ce que tu veux toi aussi te lancer dans la conquête oui, je vais enfin devenir riche, ou pas, mais non, les NFT, j'ai tout à fait conscience qu'il y a un aspect complètement spéculatif en ce moment par rapport à cette technologie, et voire une bulle spéculative et une espèce d'engouement technologique parce que c'est une nouveauté. C'est juste un fichier numérique, voilà. Ça n'invente pas l'idée de fin. C'est la certification d'un fichier. Si j'en ai pas fait plus tôt, si j'ai décidé de vendre ce travail, que ce soit vendable ou achetable sous forme de NFT, c'est parce qu'il existe, comme je le disais tout à l'heure, avant tout sous forme numérique. Et que je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai vendu des vidéos qui sont des œuvres numériques. Là, j'ai fait un travail qui existe avant tout sous forme numérique et qui peut être matérialisé. Donc, j'ai essayé de réfléchir à comment ça pouvait être commercialisé, puisque moi, je ne me place pas du tout en retrait du monde et du commerce. Donc, avec Joseph Allen, le guitariste avec qui je travaille, on a réfléchi à ça et on a décidé on a trouvé que cette histoire de blockchain et de NFT tombait à pic par rapport à ça. Donc pour répondre plus précisément à ta question, comme les œuvres existent soit avant tout numériquement et parfois physiquement, on peut acquérir l'œuvre sous forme numérique, et quelqu'un qui acquérerait par exemple le Dante numéro 10 sous forme numérique possède le NFT correspondant et le fichier vidéo qui correspond en fait au fichier vidéo que tu as montré tout à l'heure où on voit l'œuvre qui tourne sur elle-même. Et la personne qui a acheté ce NFT est la seule à posséder le droit moral de faire réaliser l'œuvre sous forme phisique. Il faut repayer par contre pour acheter la sculpture. Tu vois. Et à l'inverse, quelqu'un qui achète l'œuvre physique possède le NFT qui correspond. Parce que ça me semblait important que la partie numérique de l'œuvre et que la partie physique de l'œuvre restent associées. Ouais. Et par rapport à cette histoire de stockage, oui, il y a quelque chose, quand on est artiste, alors ça ne concerne pas forcément tous les artistes, parce qu'il paraît même qu'il y a des artistes où il y a des listes d'attente, tu sais. Il y a des artistes où il faut être sur les attentes pour acquérir les œuvres, tu vois, des gens qui ont beaucoup de succès, qui vendent beaucoup d'œuvres. Mais ça, il y en a quand même beaucoup qui ont des problèmes de stockage. Voilà, la majorité du temps, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on produit des œuvres, on les montre dans des expos, dans des institutions ou dans des galeries. Et dans les galeries, parfois elles sont vendues, mais parfois elles ne sont pas vendues. Et quand elles ne sont pas vendues, on les récupère. Alors, on les emballe et puis ça va dans un stockage. Le stockage de l'artiste ou le stockage du galeriste. Et il y a quelque chose à la fois un peu triste, je trouve, là-dedans, et un peu absurde par rapport à la marchandise, enfin l'aspect marchandise de ces objets que sont les œuvres d'art.
Et donc ce projet DAMP, c'était une manière pour moi de... Enfin, les réflexions que j'ai sur le stockage de mes œuvres, leur vente ou leur non-vente, etc., je pense que c'est un des paramètres qui a nourri ma réflexion et la réalisation de ce projet-là. Voilà. Mais moi, tu utilisais le terme d'allégorie tout à l'heure, moi je vois aussi vraiment ça comme une allégorie de ces problèmes matériels des artistes, quoi. C'est évidemment pas le seul sens de la pièce, mais pour moi il est important en fait. C'est une des composantes. Ouais, c'est un des paramètres. Par rapport aussi à cette double existence, vous avez cette image sous les yeux, évidemment, donc ce sont des formes qui ensuite ont été intégrées, disposées sur les tables puis recouvertes de cette matière noire, qui est fictionnellement cette cendre noire, mais qui en fait est du papier mâché peint. Et ce qui m'intéresse aussi, donc j'ai vu l'exposition cet après-midi, je trouve qu'elle a une qualité plastique assez frappante, et je trouve qu'on a tendance à penser quand il y a du numérique ou de la création digitale qu'il y a finalement d'un côté quelque chose de assez parfait et puis de l'autre quelque chose de plus bricolé à la main. Dans ce cas-là, je trouve, dans le cas de cette exposition, je trouve qu'il y a dans les deux cas en fait une dimension assez artisanale dans la manière que tu as de travailler. Tout est fait à la main. Je trouve même dans le cas de DAMP, finalement, c'est pas. Il faut que toi tu lances le programme pour qu'il fasse ses calculs. Je t'ai vu aussi lancer tes impressions qui rataient 10 fois de suite. J'exagère, mais 3 fois de suite. Donc il y avait des ratages, il y avait du bricolage. Et je voulais discuter avec toi de ton rapport à la production, parce que j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, au début, il y avait vraiment des choses très modestes, mais tes premières pièces culturelles, elles étaient justement extrêmement produites. Et j'ai l'impression que plus ça va, et plus il y a une sorte de... produite aussi dans une forme de délégation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient faites à l'extérieur. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est moins le cas et qu'on sent vraiment un plaisir dans le travail manuel, dans la réalisation des formes, qui s'exprime alors vraiment dans cette exposition de manière très forte. Peut-être que je me trompe. Non, je ne pense pas que tu te trompes, je pense que c'est un peu exagéré. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans mon travail des allers-retours. Dès le début, il y a eu des allers-retours entre le bricolé, le très peu cher à produire, le très simple à produire, et le complexe, et le bien fait, le fait par moi, le fait par d'autres. Et tu parlais tout à l'heure des Actions Peu, qui est le premier travail que j'ai montré, et qui consistait en des interventions dans l'espace public avec des matériaux trouvés. Donc tu peux montrer ça, ou trouver ou amener. Là, il n'y a pas de son non plus, mais c'est pas très grave. Donc en gros, je scotche un tasseau de bois sur une souche. En fait, il est très bas. D'accord. Bon, on entend le bruit du scotch qui est toujours très agréable, moi, je trouve. Et donc ça, c'est vraiment le premier travail que j'ai réalisé. Et ensuite, en 1997, j'ai fait ma première expo en galerie, à la galerie chez Valentin, ma première expo personnelle. Et ça faisait 2-3 ans que ce travail était montré. Il venait juste d'être acquis par la collection du Centre Pompidou. Et moi, j'ai toujours très tôt méfié des étiquettes qu'on colle aux artistes, à la fois sur, comme je disais, les médiums, les sujets de travail, parce que c'est des choses qui enferment les artistes, je trouve. Donc moi, très tôt, vu que c'est quasiment le seul boulot de moi que les gens connaissaient, on m'a catalogué comme le mec qui fait des trucs dans la rue, des trucs dans la rue avec des machins trouvés, quoi. Voilà. Et moi, j'avais pas envie de ça parce que c'était pas ça mon travail. Donc pour la première expo chez Valentin, j'ai fait à l'aide du CRAFT, qui est un centre de recherche, le centre de recherche des arts du feu et de la terre qui est à Limoges. J'ai fait des œuvres en porcelaine qui sont des vraies, très très belles œuvres de galerie, des sculptures minimales en porcelaine sanitaire émaillée qui sont glacées, qui sont parfaites, etc. Et c'était une réaction, alors peut-être un peu active, un peu naïve, mais c'était aussi une réaction à mon propre travail pour ne pas me laisser enfermer dans cette imagerie-là, ou pour pas qu'on me mette cette étiquette-là. Et j'ai sans cesse navigué, et je continue de le faire, entre des formes produites par moi, produites par d'autres, avec des moyens très pauvres, avec du papier mâché, ou avec des technologies de pointe hyper actuelles comme les NFT, travailler avec des gens qui sont des programmeurs, parce que moi je ne sais pas programmer, pour DAMP, travailler avec des animateurs pour faire de la modélisation 3D, mais aussi apprendre Blender et faire moi-même un certain nombre de choses. Pour moi, tout ça, c'est complètement équivalent. Moi, j'adore faire,
Donc je me régale à faire. Les tables de Dante, c'est moi qui les ai faites et j'ai appris des trucs de menuiserie que je ne savais pas faire et voilà, je me régale à faire ça. Mais si elles étaient faites par quelqu'un d'autre, ça aurait exactement la même valeur, ça serait exactement la même chose. Moi, je ne suis pas un artiste qui travaille avec des assistants, etc. Je n'en ai pas les moyens et ça ne m'intéresse pas de les avoir de toute manière. Mais je ne fais pas non plus une espèce d'apologie du fait main, de l'artisanal, du bien fait, et de l'artiste, tout ça dans son atelier qui fabrique ses trucs à l'heure de la bougie, quoi. Pas du tout. Mais non, mais par contre, c'est intéressant que tu parles de ces allers-retours parce que je pense que une règle de la carrière de beaucoup d'artistes, c'est justement cette espèce de on grossit progressivement, on a de plus en plus d'assistants, puis au bout d'un moment, voilà, soit on se plaît dans cette situation, soit on se sent complètement aliéné. Ça change selon les artistes, mais en tout cas, c'est pas du tout dans cette logique. Voilà, c'était vraiment, voilà. Non, mais pas, je dis pas ça, enfin voilà, c'est intéressant aussi, ces allers-retours, voilà. C'est que pouvoir produire, faire une grosse production, puis passer à quelque chose de très modeste, puis revenir à une grosse prod, voilà, c'est intéressant en fait comme positionnement de cet artiste aussi par rapport à cette question de production. Alors, tu m'avais parlé de cette pièce, est-ce que tu peux nous en dire un mot parce que tu m'as dit que c'était une de tes pièces préférées. Oui, voilà. Ça, c'est la modestie, allégorie de la modestie. Je l'aime beaucoup parce que c'est un geste. En fait, c'est moi qui ai fait le fabuleux montage où on zone de. Oui, c'est pas un on voyait rien. C'est pas un ensemble de photos, c'est juste une sculpture. C'est un objet ou une sculpture. Moi, je dis que c'est une sculpture. En fait, c'est des cintres. Quand on va au pressing et qu'on va aux habits, ils sont sur des petits cintres en métal extrêmement fins. Donc j'ai déplié ce cintre. J'ai pris un cintre et je l'ai déplié. Bon, et j'aime beaucoup cette pièce parce que j'ai pas grand-chose à en dire et que elle n'a pas de signification. Elle a du sens, j'espère, mais elle n'a pas de signification. Elle ne veut rien dire, elle raconte rien, quoi. Voilà, c'est juste le geste d'un objet industriel qui a été plié par une machine, qui a une fonction. Moi, je le défais avec ma pince. Il perd sa fonction, il perd son usage, ça devient une espèce de signe visuel, un vague point d'interrogation, c'est tout fin, c'est tout léger, et ça s'appelle It's Not Dead, et donc pour ceux qui parlent un peu anglais, il manque le sujet, quoi. C'est-à-dire, qui c'est qui is not dead je sais pas, mais ça c'est à chacun de projeter là-dedans. Donc il y a cette histoire aussi de rapport au spectateur qui pour moi est important depuis le début dans mon travail et là particulièrement, c'est-à-dire que là il manque quelque chose, quoi. C'est-à-dire il y a toujours quelque chose qui manque dans mon boulot, il y a très souvent quelque chose qui manque dans mon travail. Là ce qui manque c'est le sujet, donc moi j'aime bien la psychanalyse aussi par exemple, là c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette œuvre, et d'ailleurs c'est la seule œuvre que j'ai montrée 2 fois dans une expo personnelle. Enfin, j'ai fait ma première expo personnelle à la Galerie Lafayette, c'était en 2016, la seconde c'était en 2018, la troisième c'était en ce moment. Et cette œuvre, je l'ai montrée en 2016, et je l'ai remontrée au même endroit en 2018, parce que je l'aime beaucoup, et aussi je l'ai montrée comme une espèce de truc qui aurait été oublié comme ça, tu vois. Parce qu'en général, quand on est artiste et qu'on fait une expo perso dans une galerie, on montre toujours les nouvelles œuvres, tout ça, et moi j'étais content de montrer une œuvre qui a été faite 2 ans auparavant. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a une question sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne quand même, parce que je l'ai annoncé, puis voilà. C'est cette question de tes engagements collectifs. En fait, ça va être difficile de tout résumer pareil en 3 minutes, mais juste peut-être, tu as quand même donc participé, fondé même ce lieu d'exposition. Co-fondé évidemment ce lieu d'exposition, puis co-fondé cette revue Trouble. Et aujourd'hui, finalement, tu n'as plus du tout en tout cas, tu n'as plus ni cette activité éditoriale ni curatoriale. Tu enseignes, est-ce que c'est équivalent? Est-ce que ça t'apporte ce lien collectif? Alors, comment ça se passe? Est-ce que ça n'a aucun rapport? Non, ça n'a pas du tout aucun rapport. Mais au risque de décevoir, moi, je n'appellerais pas les expériences de trouble et de public. Des expériences collectives. J'appellerais pas ça. J'aurais bien aimé que ça soit des expériences collectives. Mais ce n'était pas des expériences collectives. C'était des trucs super intéressants et super forts, hein. Mais c'était des individualités qui s'associaient et qui essayaient de faire des trucs ensemble. Pour moi, le collectif, c'est pas ça. Donc, et parce que je pense qu'à l'époque, moi, j'étais pas capable, et les gens qui bossaient, on n'était peut-être pas forcément capables de penser de manière collective.
tu vois, de travailler de manière collective. Voilà. Néanmoins, c'était c'est des choses qui ont été formidables pour moi. Et d'ailleurs, tu présentes la public comme, mon rôle dans le public, tu le présentes comme quelque chose de curatorial. Moi, je dirais pas ça, hein, parce que, bien sûr, on invitait des gens, on organisait des trucs, ça s'appelle une pratique curatoriale, mais pour moi, c'était vraiment un prolongement de ma pratique artistique sous d'autres formes. Une des particularités de ce lieu d'art public, c'était que les gens qui s'en occupaient ne montraient pas leur propre travail, parce qu'on avait dès le début refusé que ce soit un lieu qui serve à faire de l'autopromotion. Ouais, comme une vitrine. Exactement, c'était un lieu pour expérimenter et pour s'amuser. Et Trouble, c'est un jour, il y a un cinéaste que j'aime pas beaucoup, un peu parfois, Steven Spielberg, qui dit qu'il fait les films qu'il aimerait voir. Ce qui est un truc à la fois, je trouve très beau et un truc super égo, quoi, tu vois. Voilà. Et Trouble, c'était un peu la revue qu'on avait envie de lire. Et Public, c'était aussi un peu le lieu où on montrait les choses qu'on aurait aimé voir, peut-être faites par d'autres. Ça, pour moi, c'est aussi un truc super important. Donc, ces expériences, elles ont chaque fois été d'une durée plus ou moins longue. Elles ont été très fortes et très enrichissantes pour moi, et pour d'autres aussi, parce que c'est des choses dont je sais qu'elles ont eu des échos chez pas mal de gens, quoi, tu vois. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'enseigner, à Cergy, depuis 2010, donc depuis 12 ans, outre l'aspect strictement économique de la chose, c'est ça, parce que pour moi, enseigner, c'est aussi une manière de me dégager de l'obligation de vendre mes heures. C'est-à-dire que moi, j'ai un revenu fixe en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que je suis comme un artiste du dimanche. C'est-à-dire que moi, je gagne mon fric en tant qu'enseignant, et avec cet argent, je peux travailler le reste de la semaine à faire des heures. Et c'est une économie qui me plaît, qui me convient. Oui, ça enlève une forme de pression. Tout à fait. Voilà. Donc j'expose quand je veux, à peu près, avec la galerie, bref. Et oui, l'enseignement, pour moi, je pense que ça a un petit peu remplacé cette relation, ces échanges, en tout cas, au point de vue des échanges et des discussions, parfois très très animées qu'il y avait à l'époque de Trouble et de Public. Oui, je pense que l'enseignement a remplacé ça, parce que enseigner, c'est chaque fois être en relation avec des jeunes personnes, et toutes jeunes personnes qui arrivent en école d'art, qui sont pleins d'un désir extrêmement brouillon en général, une espèce d'envie de faire des trucs sans savoir trop pourquoi. Et moi, ça me ramène tout le temps à l'époque où moi aussi j'ai été étudiant, et notamment, en plus j'étais étudiant à Cergy, quoi, et où c'était des années absolument merveilleuses pour moi, les années d'études, mais c'était une espèce de bouillonnement et de grande, complètement perdu, quoi. J'étais totalement perdu, quoi. Et accompagner des jeunes gens dans leur recherche et s'associer à ça, c'est quelque chose qui, moi, me nourrit et m'apporte énormément, quoi, en termes d'énergie, même si c'est souvent assez complexe. Énergivore. Voilà. Comment tu travailles avec eux en fait? C'est dans un atelier, il y a des thématiques? Ah non, alors il n'y a pas de thématique non plus. Oui, vous travaillez sur c'est pareil. Alors quand on dit, alors voilà, vous enseignez quoi? Je dis, l'art. Ouais. Voilà. Moi, c'est une activité de. Non, c'est des modalités d'enseignement, je sais pas, que des rendez-vous individuels, j'imagine aussi. Pas que, il y a beaucoup de rendez-vous individuels, il y a ce qu'on appelle à Cergy les séminaires de suivi où les étudiants, tous les mardis, on travaille avec une même promo. Cette année, je travaille avec les premières années, les étudiants de première année. Ils installent leur boulot et on fait des discussions collectives avec plusieurs collègues enseignants. Donc ça, c'est un moment très fort. Il y a des rendez-vous individuels et puis il y a des cours faits. Là aussi, il y a plusieurs enseignants. Donc là aussi, par contre, il y a une vraie dimension collective, peut-être beaucoup plus que dans ces expériences passées, parce qu'on a plus le temps, il y a moins de questions d'ego, on est moins jeune, donc on est plus posé aussi par rapport à ces choses-là. Et non, il y a des projets qui se montent sur des périodes, sur des temporalités différentes, parfois sur plusieurs années, parfois sur des temps très courts. Donc il y a des workshops qui sont très denses, il y a des projets qui s'étalent sur plusieurs années. Voilà, donc on travaille, cette année, ça fait 2 ans qu'on travaille, je travaille avec 2 collègues, Corinne Lennon et Laure Limongi, sur un truc qui s'appelle art et écologie. Voilà, donc on réfléchit à ça, on voyage, on fait des projets, on travaille avec ces questions avec les étudiants, on a travaillé avec ton salon, on était au Madré à Naples. Donc
c'est très variable, mais c'est toujours une des spécificités de CRJ, qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients. C'est une école où l'enseignement est à la carte, c'est-à-dire c'est les étudiants qui construisent eux-mêmes leur parcours d'études et qui vont piocher. Alors bon, ça a aussi pas mal d'inconvénients, quoi. Mais c'est plus dur pour le collectif. Ouais, parce que alors j'ai peut-être une toute dernière question. Je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais c'est pas grave. Mais voilà, comment se fait-il que personne n'ait écrit sur la dimension humoristique de ton travail? C'est pas une dimension qu'on met vraiment là. Alors tu peux pas me répondre. Ah si, je peux. Comment se fait-il que ça? Comment se fait-il? Voilà, je voulais montrer la lumière de Pigeon, qui est une de mes pièces préférées pour le coup. Les tiennes, moi c'est évidemment je l'adore. Et c'est vrai que est-ce que la production d'effets comiques, c'est un paramètre de ton travail ou c'est quelque chose qui arrive après coup? Enfin, en tout cas, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse même dans l'art des autres? C'est une question. Oui, il n'y a pas énormément d'artistes drôles, quoi. Non. Mais moi, j'aimais beaucoup Jacques Lizen, par exemple. Oui. Voilà. Lui, il avait beaucoup d'humour tragique, bon, la vasectomie, quand même, quoi. Et donc voilà, mais des artistes qui se revendiquent, ou Arnaud Labelle-Rogeau aussi, tu vois. Bon, il n'y a pas beaucoup d'artistes réellement drôles, je pense, et encore moins qui revendiquent une forme d'humour. C'est toujours délicat de dire, bah oui, je suis un artiste qui a beaucoup d'humour et qui est très drôle. Donc voilà, l'humour c'est une composante importante, je trouve, dans la vie en général. Et je crois qu'il y a un certain nombre de choses, oui, enfin voilà, ça en fait partie, mais ça c'est toi qui l'affirme, je ne vais pas te contredire, mais je ne fais pas des œuvres en essayant d'être drôle, je ne suis pas un écrivain de... Mais tu pourrais être intéressé par cette tradition de la question du comique dans l'art, enfin. Ouais, mais alors, elle remonte tout, enfin, il y a qui dans cette tradition? Je ne sais pas, il y a Duchamp, voilà, Picabia, il y a... Ouais. Là, c'est tout d'un coup tu le prends de court. Non, mais oui, bien sûr, Duchamp et Picabia. Voilà. Alors, Duchamp, c'est pas si drôle désormais. Non, c'est pas du tout drôle, mais il faisait des jeux de mots, oui, voilà. Tu vois, il écrivait des blagues pour les almanachs. Il y a Kippenberger, enfin, je sais pas, il y a des formes d'humour aussi très différentes, des palettes du... Oui, tout à fait. Mais tout ça, ce sont tous les gens que tu as cités, c'est des gens que j'aime énormément, n'ont jamais énormément de travail. Hein. Donc oui, mais en tout cas, je ne cherche pas à produire des effets. Moi, je ne cherche jamais à produire des effets, de toute façon, dans mon travail, quel qu'il soit. Et donc, je ne cherche pas à être drôle, comme je ne cherche pas à être ça ou ça ou ça ou ça. Voilà. Mon travail, il cherche juste à être point barre, quoi. Et pas être l'adjectif que tu veux. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette affirmation. Merci beaucoup. Merci. Je vous incite toutes et tous à aller justement voir l'exposition qui a commencé donc la semaine dernière à la galerie Allen, juste à côté du centre Pompidou, et qui dure jusqu'au 24 juillet. 24 juillet. Et voilà, si vous voulez continuer de discuter, on peut se retrouver ensuite. Non, il y a le vernissage d'ailleurs. De toute façon, on se retrouver là-bas. Merci beaucoup.